1, 2, 3, je suis sur celui-là. Ouais, ça marche. Juste quelques mots de bienvenue, comme c'est l'usage, et puis vous dire combien nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus pour nos conférences mardi de la Villa. Profitons-en avant que un jour, vous verrez, on viendra tous ici, il y aura des machines à sous, un tapis de jeu, une roulette. Donc c'est formidable, et je pense que notre conférencier tout à l'heure nous dira combien le concept de casino est encore toujours d'actualité, alors qu'on peut jouer à la roulette sur Internet sans se déplacer. Bon, ça c'était la petite parenthèse publicitaire, mais je voudrais remercier du fond du cœur Monsieur Bernard. Sa présence parmi nous est importante aujourd'hui. La première, c'est que comme il est belge, vous aurez remarqué qu'il nous a apporté de la pluie, ce qui, en ces temps de grande sécheresse et de risque d'incendie extrême, parce que nous avons vraiment des problèmes effectivement de protection de l'environnement, ce qui est en train de tomber en ce moment est bienvenu, et vous nous amenez ça de la Belgique, et on nous en sommes très, très reconnaissants. La deuxième raison pour laquelle nous sommes ravis de vous recevoir ici, c'est que vous n'êtes pas venus les mains vides, vous nous avez apporté ce que la Belgique fait de meilleur. Alors je ne parle pas de la bière, je ne parle pas des frites, mais je parle des chocotoffs, qui sont un chocolat, enfin un caramel chocolaté ou un chocolat caramélisé absolument extraordinaire. Il faut juste faire attention aux plombages qui peuvent sauter. Mais c'est le chocotoff, comme moi-même, j'ai été ambassadeur en Belgique pendant 3 ans, je puis vous assurer que c'est une drogue dure. Et donc merci d'avoir instaurer une nouvelle ligne de trafic entre Marseille et la Belgique. La troisième raison pour laquelle je suis content, très heureux de partager ce moment avec vous tous et avec notre ami belge, c'est que M. Bernard, je le connais depuis longtemps. J'ai même eu l'occasion de lui remettre, au nom du président de la République, l'une de nos plus éminentes décorations lorsque j'étais en poste là-bas. Et si il en avait été ainsi, c'est parce qu'au plus haut niveau, chez nous en France, nous avions décidé d'honorer une grande personnalité belge, un chercheur et puis un artisan de la relation franco-belge. Et je vois que cette fidélité à la relation franco-belge, eh bien, vous l'honorez tous les jours, et en particulier ce soir ici à Marseille. Et enfin, la quatrième raison pour laquelle nous sommes très heureux de recevoir le professeur Bernard, c'est que vous arrivez au bon moment et au bon endroit pour évoquer avec nous des solutions à des problèmes qui sont particulièrement aigus là où nous nous trouvons ici à Marseille, c'est-à-dire les pieds dans l'eau, dans la Méditerranée, où il se trouve que les questions d'environnement, décidément, des fois on dit que les téléphones ne passent pas, la Villa Méditerranée, vous voyez, c'est faux. Où les questions d'environnement et d'économie sont, et en particulier donc sur le plan social, sont des problèmes qui sont particulièrement aigus. La COP21 à Paris nous avait permis de dresser, il y a très exactement 1 an, le bilan qui fait apparaître que la Méditerranée, en matière d'environnement, est véritablement la région du monde la plus dégradée, la plus menacée. Et donc, ce que vous pourrez partager avec nous sur les pistes de solutions envisageables seront évidemment les bienvenus, et nourriront une réflexion qui est menée par de très nombreux acteurs ici. Je parlais tout à l'heure des incendies, c'était pas du tout anecdotique. Chaque année, ce sont des milliers d'hectares de tapis végétal qui partent en fumée. Ça pose un problème général à l'écosystème de la région. Il en va de même pour l'économie. Nous avons eu hier la publication des derniers chiffres du chômage en France, des chiffres qui sont particulièrement atterrants, qui montrent une dégradation continue de notre capacité à créer de l'emploi. Il est évident que dans ce cadre-là, ici, dans cette région, dans cette partie de la France, évidemment, le tribut que nous payons au chômage est particulièrement fort, d'où l'intérêt que nous avons à vous écouter ce soir. Donc, je ne serai pas plus long. Je voulais, au nom de toute l'équipe de la Villa Méditerranée, pendant qu'il y en a encore une, vous souhaiter la bienvenue, vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir, et puis juste terminer par une petite page de publicité, juste pour dire à nos amis que vous n'êtes pas prêts de nous voir disparaître, puisque nous sommes en train
de préparer actuellement la semaine économique de la Méditerranée qui va se tenir ici à la Villa Méditerranée, donc au début du mois de novembre. Nous sommes également très engagés dans la préparation d'une conférence ministérielle au niveau ministère des Affaires étrangères, ici à la Villa Méditerranée, fin octobre, de ce que l'on appelle une enceinte de coopération en Méditerranée qui s'appelle le 5+5, qui regroupe donc 10 pays, dont la France, sur la coopération en Méditerranée, et que nous avons de très nombreux rendez-vous, de très nombreuses rencontres, manifestations qui vont se tenir ici, et qui nous donneront naturellement, avec la poursuite bien sûr des conférences du mardi soir, l'occasion de nous retrouver. En tout cas, ce soir, on se retrouve grâce à vous, professeur Bernard, et on vous remercie du fond du cœur. Merci. Merci, bonsoir, merci d'être venu. Je suis très étonné de voir un public clairsemé. Je dois vous avouer que quand je fais ce type de conférence en Europe du Nord, les conférences sont payantes et c'est sold out. Donc ici où, comme M. Valero l'a bien précisé, où c'est criant, où il y a un problème de pollution en Méditerranée et un problème de chômage, je m'attendais à une salle beaucoup plus grande et plus remplie. Donc je vous remercie d'être venu. Je pense que quand vous repartirez, j'espère vous avoir apporté un plus et des solutions. Alors certains journalistes disent que je suis Jean-Pierre Coff de l'export, ou en général je ne manie pas la langue de bois. Donc après il y aura quelques questions, je répondrai sans langue de bois. Et ne vous étonnez pas de temps en temps si j'ai un peu des petits dérapages. En général je suis un peu trash, mais je vis mes conférences, donc je ne vais pas vous lire un texte, je ne vais pas le faire académique, on va vraiment aller vers de l'interactif et dans quelque chose de percutant, quelque chose de tous les jours. Alors on va commencer par, j'ai quatre choses à présenter ici dans la conférence. J'avais pris 4 choses, je me dis 1 heure, on aura vite fait le tour, il faut que je sois très pragmatique. On va parler du concept CEVI et IACAR. Alors le concept CEVI et IACAR, c'est un jeune Français de 24 ans qui a gagné le concours Lépine et qui a conçu un système, un logiciel, c'est un logiciel d'intelligence artificielle que vous chargez dans votre ordinateur ou dans votre smartphone. Ça prend quelques minutes. Attendez un peu, je vais juste reculer. Je me suis entraîné avant, rassurez-vous, mais voilà. Donc ici, comme vous voyez, on le met dans un smartphone, on le charge sur 7 minutes, ça prend quelques millions de mégabytes dans votre ordinateur ou dans votre smartphone, et ça permet de diminuer la consommation de votre smartphone de 50%. Donc, sachant que maintenant, la plupart des gens autour de la Méditerranée n'ont pas accès à des ordinateurs, mais la plupart ont accès à des smartphones, c'est très important de diminuer la consommation d'énergie, puisque la plupart des personnes travaillent et là, sur des smartphones autour de la Méditerranée et pas nécessairement des ordinateurs. Ça fonctionne aussi sur les tablettes. Et ce qui est surprenant, c'est comme votre ordinateur ou votre téléphone ne chauffe plus, puisqu'il consomme moins d'énergie, votre téléphone ou votre ordinateur va durer 2 fois plus longtemps. Donc vous avez les 2 systèmes, IACAR et CEVI. On l'a développé ici dernièrement en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, il y a des gros problèmes d'énergie. Les personnes doivent recharger leur téléphone dans la rue parce qu'ils n'ont pas l'électricité à la maison. Et on a lancé ce concept le 8 septembre. Le seul souci qu'on a eu, c'est qu'on a eu un bug puisqu'on a eu 800 000 personnes qui sont connectées sur le serveur et qu'on n'avait pas prévu qu'il y ait autant de monde à Abidjan qui se connectent en même temps. Donc on comptait avoir 2 000, 3 000, 10 000, 15 000 personnes toutes les heures et on a eu 800 000 personnes d'un coup. Donc on va remettre ça en marche, je vais dire, le 8 octobre parce qu'on a été dépassé par le succès. Le logiciel coûte quelques centimes. Donc quelques centimes pour le logiciel. Votre ordinateur, votre téléphone dure 2 fois plus longtemps et consomme beaucoup moins d'électricité. Donc la même chose pour les entreprises, comme vous vous en doutez. Si vous mettez ça dans les entreprises, on a une demi-centrale nucléaire qui pourrait fonctionner en moins en France, rien qu'en mettant ça dans les ordinateurs, puisqu'en France, il y a 2 ordinateurs par habitant. Pourquoi 2 ordinateurs par habitant? Parce que vous avez les ordinateurs à la maison, mais vous avez tous les ordinateurs au bureau, les ordinateurs dans les hôpitaux, dans les prisons, à l'armée, les fabriques, les usines, etc. Alors vous allez me dire, c'est génial, c'est français, mais la France le boude. Apparemment, EDF ne serait pas tellement content qu'on consomme beaucoup moins d'électricité, EDF et les autres. Donc il a un peu boudé. Ici, on a fait les équivalents pour une entreprise de 1500 postes, où vous voyez qu'on a déjà des économies énormes. Et les économies sont doubles parce que non seulement vous économisez de l'électricité,
Donc l'électricité qui est économisée, on ne doit pas être produite. Ça veut dire qu'on ne va pas mettre des câbles, on ne va pas mettre des centrales, on ne va pas amener des bateaux avec du pétrole, du charbon, de l'uranium, etc. Mais en plus, vos machines vont durer 2 fois plus longtemps. Donc vos computers vont durer 2 fois plus longtemps. Et comme vos computers et vos machines vont durer 2 fois plus longtemps, vous allez engendrer encore moins de pollution, puisque les ordinateurs et toutes tablettes et smartphones consomment beaucoup de matières premières et souvent de matières premières polluantes. Donc ici, ce que nous aimerions faire l'année prochaine, c'est installer, et s'il y a des personnes qui travaillent, s'il y a des personnes qui travaillent pour des collectivités au-delà de la Méditerranée, en Tunisie ou sur des îles comme la Corse ou d'autres pays comme la Tunisie, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie ou même Chypre ou le Liban, on est vraiment dans un système méditerranéen. Nous, on est preneurs d'équiper des collectivités, soit des villages, soit des casernes, soit des gendarmeries, soit des services de pompiers, qui vont utiliser ce système qui va leur permettre de faire des grosses économies d'énergie. Et dans certains pays, les économies d'énergie sont vraiment nécessaires. Parce qu'avec toute la climatisation qu'on utilise dans certains pays chauds, il y a des problèmes, il y a des coupures d'électricité. Si on arrive déjà à diminuer rien qu'en dans les collectivités la consommation d'énergie, on va voir tout de suite la différence. Le problème, c'est que quand on a quelque chose d'innovant comme ceci, c'est un peu comme les voitures. Quand on a eu les premières voitures, personne n'en voulait. Tout le monde trouvait que c'était très dangereux, que c'était très compliqué. Il valait mieux avoir un cheval. Le cheval, il démarrait tous les jours matin, il n'y avait pas trop de problèmes. Et la voiture, on ne savait pas parce que c'était un peu compliqué. Ici, on arrive à quelque chose comme ceci, qui est un peu trop compliqué. Et la mariée est trop belle. Donc quand on l'a présentée, en France, on nous a jeté des cailloux. Et pour finir, nous l'avons vendu à une société sud-africaine qui s'appelle NTN, pas NTM, NTN, qui est le 6e provider de téléphonie au monde et qui a signé tout de suite en disant oui, nous diffusons sur le Moyen-Orient et l'Afrique, et là on a des problèmes d'électricité parce que les personnes maintenant travaillent beaucoup avec leur smartphone, soit parce qu'ils n'ont pas de computer, soit parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc c'est le premier système. Ensuite, hop là. C'est une vilelle. Le deuxième concept, c'est Ramdam. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis Ramdam? C'est parce que je suis très francophile, donc c'est Buzz, hein, en mauvais français. On l'a un peu modernisé pour qu'il soit plus joli, pour mieux le vendre. Hein. Et c'est un projet tout simple qui consiste à mettre sur des plateformes. Donc autour de la Méditerranée, vous avez 80 millions d'habitants. Et sur les 80 millions d'habitants, vous avez environ 40 millions de smartphones. Alors les personnes qui ont des smartphones n'ont pas accès bien souvent à l'informatique et ils n'ont accès au web, à la toile, que grâce à leur smartphone. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce smartphone? Vous vous connectez sur le serveur Ramdam et dans un rayon de 1 à 20 km, vous allez recevoir des informations. Donc une fois que vous vous êtes inscrit, en temps réel, vous recevez une information qui va vous permettre de faire des grandes économies. Donc, par exemple, si un chalutier ramène du poisson dans le port, quand il arrive dans le port, il envoie un SMS. C'est pas un SMS, mais il va sur la toile, il se connecte sur Ramdam et il signale le type de poisson qu'il a et où il va aller le vendre. Et les personnes qui sont inscrites vont recevoir une information en temps réel, leur disant, dans 10 minutes, il y a ce type de poisson à un tel endroit. Ce qui va diminuer le nombre. Comme vous le savez, autour de la Méditerranée, il y a beaucoup de personnes qui sont des intermédiaires, beaucoup de personnes qui font monter les prix, beaucoup de personnes qui vont jouer sur la nourriture. On le voit avec les moutons, par exemple, à l'approche du Ramadan, le prix des moutons est multiplié par 4. Quand vous avez un système comme ceci qui vous dit « je reviens sur le marché, j'ai des figues, j'ai autant de kilos de figues à vendre » et que vous envoyez ça à un consommateur, le consommateur n'a plus besoin de passer par les intermédiaires. Pour la chaîne du froid, c'est la même chose. Quand vous arrivez avec du poisson frais, il n'y a pas besoin de l'envoyer dans une usine pour être traité, puisque les personnes vont recevoir l'information. Alors on a commencé à mettre ce système au point, et on s'est rendu compte qu'autour de la Méditerranée, les transporteurs routiers, la moitié des camions roulaient à vide. Alors qu'en Europe du Nord, vous avez 5% des camions qui sont vides. Pourquoi? Parce qu'il y a une bourse en direct sur Internet qui permet à un routier de voir ce qu'il peut charger par rapport où il va. Autour de la Méditerranée, mais quand je dis autour de la Méditerranée, c'est aussi ici à Marseille.
il n'y a pas ce système. Ça veut dire que la moitié des camions roulent à vide. Donc non seulement ils engorgent les routes, ils risquent de provoquer beaucoup d'accidents parce qu'ils vont vite d'un endroit à l'autre puisqu'ils roulent à perte, mais en plus ils consomment de l'énergie, ils polluent et il faut plus de camions. Avec un système comme ceci, vous permettez à des petits transporteurs de ne pas être absorbés par des grandes firmes et de pouvoir jouer à armes égales avec des grands transporteurs qui, eux, sont informatisés. Si vous avez un coiffeur, par exemple, qui n'a pas de client, il peut envoyer l'information avec une réduction jour-là, ou un restaurant qui a de la marchandise en stock. S'il a ses frigos remplis de poissons et qu'il lui reste 2 jours de vie, je vais dire, pour ces poissons consommables, il peut envoyer une information à des personnes qui ont envie de venir, ou à des collectivités, ou à des bureaux, ou à des usines, en disant voilà, il y a une promotion pour vous. Et ceci sans passer par l'informatique. C'est ça qui est important, parce qu'on ne travaille qu'à travers des smartphones. Donc dans certains pays comme Chypre, par exemple, où vous avez un taux d'ordinateur à la maison qui est, je pense, de 17%, avec des connexions web de 5%, vous ne pouvez pas mettre des systèmes comme ceci. Donc ici, ça vous paraît évident parce que vous avez une connexion partout, vous avez de la 3G, de la 4G, et ça vous paraît évident, mais autour de la Méditerranée, on n'en est pas là. Donc ce système, par exemple, sur des petites îles, permet aussi à des personnes de vivre ensemble et de s'échanger des services. Vous vous inscrivez dans quel service vous voulez aller, et ça évite d'avoir des doubles emplois. Donc par exemple, quand on a commencé à mettre ceci, on a eu beaucoup de personnes qui se sont dit, bah, tiens, moi je vais partager des outils. Donc on a commencé à avoir des partages d'outils. On n'avait pas pensé que des personnes qui avaient des foreuses à percussion allaient les louer. Donc les personnes les louaient, les mettaient, grâce à ce système, en accès direct à un grand public. Alors on va passer aux mini-drones. Alors les mini-drones, vous les voyez souvent à la télévision, on nous prend beaucoup la tête avec ça en nous expliquant qu'ils vont livrer des bouquins pour Amazon. Et vous allez me dire, oui, les mini-drones, c'est bien, mais ils vont nous tomber sur la tête, ou est-ce qu'on va pouvoir les piloter, etc. En réalité, le problème n'est pas dans la qualité des drones, le problème est dans la législation. Alors moi je viens de Belgique, c'est à peu près la même législation en France, mais pour piloter un drone de plus de 8 kg, il vous faut un permis pour avion. Donc vous devez aller dans une école pour avion, vous devez passer une licence pour avion, qui est quand même pas évidente, et quand vous avez cette licence, vous avez le droit de piloter un drone de 9 kg. Alors vous allez me dire, oui, les drones, qu'est-ce que ça vient faire autour de la Méditerranée ? Il est bien gentil, le Belge, il nous a donné des chocolats, mais il vient un peu nous embrouiller en nous disant qu'on va sauver la Méditerranée, qu'on va moins polluer et créer des emplois. Mais il faut savoir déjà que les constructeurs de drones en France sont mal lotis, puisqu'ils n'ont pas de législation qui est adaptée. Donc nous avons le même problème en Belgique. Nous avons conçu un super drone en Belgique, le voici, et il ne peut pas voler en Belgique, parce qu'il n'est pas adapté à la législation. Alors ce monsieur qui fait les drones, il a créé ce petit drone qui a une durée de vol de 200 km. Il l'a même porté à 400 km. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce que vous venez nous parler des drones, etc. À quoi est-ce que ça sert ? Eh bien, ces drones ici permettraient de livrer beaucoup de médicaments dans des endroits reculés, parce que vous avez un problème de dépeuplement ici dans l'arrière du pays. Du moment où vous avez des drones qui vont vous conduire vos médicaments, qui vont vous conduire votre pain, en montagne, ça permettrait de reloger des gens dans certaines régions. Et les drones comme ceci peuvent voler, et ils ne volent plus avec des télécommandes. Maintenant, on les a adaptés pour voler avec les ondes de GSM. Donc, ils se servent du réseau GSM et ils peuvent voler sur des zones de 400 km. Donc, ça veut dire que des petites entreprises qui sont mal basées ici dans l'arrière-pays pourraient livrer des usines à Toulouse ou même à Paris. Pas à Paris, on est plus de 400 km. Hein. Ici, Paris, ça fait combien ? 600, je pense, 700. Mais on peut imaginer dans l'arrière-pays pourrait livrer en région parisienne ou à 200 km certaines choses en flux tendu. Donc vous avez beaucoup de petites entreprises qui fabriquent des pièces, par exemple, une pièce par jour. Quand elles fabriquent une pièce par jour, elles doivent envoyer par DHL, etc. Ils pourraient utiliser ces systèmes. La même chose pour toutes les îles du littoral. Vous avez beaucoup de petites îles ici qui sont dépeuplées ou mal servies. Quand vous avez un drone comme ceci, il peut livrer les petites îles puisqu'il peut livrer jusqu'à 200 kg. Alors la même chose pour toutes les petites îles autour de la Tunisie, du Maroc, etc. Toutes ces régions, ou même les régions montagneuses, on pourrait les livrer avec ces drones. Alors le problème, c'est que vous avez le même souci, c'est que la législation est très mal faite,
Alors l'Algérie, ils ont toujours l'impression qu'on va les envahir. Je ne sais pas qui va les envahir, mais si vous faites voler un drone, on va vous mettre tout de suite en prison parce que vous allez être suspecté de trahison, d'espionnage militaire, etc. Donc ces drones, pour le moment, ils sont vendus au Panama. Au Panama, ils surveillent les personnes, les VIP, pour ne pas qu'on leur vole leur voiture de luxe, ou leur famille, pour ne pas qu'il y ait d'enlèvement. Ils servent beaucoup au Kenya pour le braconnage. Donc, au lieu d'envoyer des types en 4x4 qui sont au sol et qui voient rien avec les braconniers qui se cachent, ben, on envoie un drone, ça coûte 3 francs 6 sous, et on les surveille à distance, à 400 km avec des caméras, bien gentiment. Et en plus, il y a des caméras thermiques, donc on surveille la nuit et le jour. Donc, si vous tuez un éléphant, ben, le problème, ça va être de sortir les défenses. Et quand vous avez des drones 24 heures sur 24 au-dessus de vous, ben, ça la fait moins, comme dirait ma fille. On a peut-être moins envie de braconner. Alors, comme ils se servent des bandes GSM, ben, ils peuvent voler partout. À La Réunion, à l'île Maurice, ils s'en servent pour surveiller les côtes pour les requins. Mais par contre, il est agréé à l'île Maurice ou à La Réunion avec des dérogations, mais il ne pourra pas voler en France. Alors, vous avez un autre qui est plus sympathique. Celui-là, il a même un fil. Il est construit au Moyen-Orient, au bord de la Méditerranée. Et ce drone, il a un fil, il monte à 50 mètres de haut. Et il peut surveiller la côte. Alors vous allez me dire, ça sert à quoi de surveiller la côte? Ben ici à Marseille, vous êtes bien placé. Vous avez une raffinerie et quand les bateaux ils repartent, ils dégazent bien gentiment quand c'est la nuit parce que les bateaux ne voient rien. Ben avec ce drone-là, avec les caméras thermiques et tous les capteurs qu'il y a dessus, en restant au sol, juste en étant ici sur le bord, il monte à 50 mètres. Et 50 mètres, il a encore une visibilité sur la mer à très longue portée et des détecteurs pour voir si on fait un dégazage, si on pollue, si les pêcheurs ne respectent pas les zones, si les pêcheurs viennent pêcher la nuit dans les réserves naturelles. Alors, il y a de plus en plus de bateaux chinois, alors je n'en veux pas aux Chinois, mais il y a beaucoup de bateaux chinois qui viennent pêcher le thon dans la Méditerranée, ou japonais, avec ce type d'appareil, vous pouvez surveiller sans problème. Ça coûte 3 francs 6 sous. C'est pas pour vous les vendre que je le dis, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un système où on paye des avions très chers avec du personnel, on use des avions qui coûtent la peau des fesses aux contribuables, avec du personnel qui pourrait faire d'autres missions, surveiller le piratage, etc., plus loin, et on les fait voler ici à grand prix, ils polluent, alors qu'on pourrait, sans pollution, avec un petit drone électrique, surveiller exactement la même distance sur la mer. Alors on a encore un autre drone. Alors celui-là, il est fabriqué aux États-Unis. Et alors là, c'est marrant parce que on a changé les lois au Togo. Donc en général, en Afrique, comme il y a moins de lois, que les circuits sont plus courts et qu'il y a moins de problèmes et que les gens sont plus pauvres, ils trouvent des solutions. Donc au Togo, ils ont autorisé ces avions à voler, ces mini-avions, pour surveiller le golfe de Guinée contre les pirates. Ces avions aussi sont utilisés au Rwanda. Le Rwanda a changé toute sa législation. Alors, il faut savoir que ces petits avions sont électriques, donc ils polluent même pas, et sont capables de livrer des poches de sang dans tout le pays. Le Rwanda faisant 400 km, l'avion a une autonomie de 200 km, il peut livrer des poches de sang, et si la poche de sang est livrée dans les 30 minutes, ce que l'avion permet de faire, on n'a même pas besoin de mettre dans un frigo. Donc vous prenez du sang, vous le mettez dans l'avion, et l'avion peut aller livrer du sang dans n'importe quel hôpital sur une heure, ou sur une demi-heure, il peut aller livrer dans un hôpital. La même chose pour les médicaments, pour les antivenins, etc. Ça veut dire que ce type de drone pourrait être utilisé en France si on changeait la législation, soit pour aller repérer les personnes qui sont coincées dans les avalanches, au lieu d'envoyer des hélicoptères qui coûtent très cher et qui polluent, soit simplement pour aller livrer certains refuges ou même livrer des médicaments toute l'année. Alors, le dernier concept, c'est le concept EZF. Alors EZF, c'est un concept que j'ai développé il y a quelques années, j'étais en Afrique, et on nous expliquait qu'il y a des problèmes de microcrédit. Et c'est la même chose autour de la Méditerranée. Il faut savoir que dans des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, vous avez une population qui est jeune et qui est souvent au chômage. Alors on vous parle souvent de chômage ici à Marseille, mais quand vous êtes en Tunisie, le chômage, c'est autre chose. Vous avez un tiers de la population au chômage, et il n'y a pas d'indemnité. Et tous ces jeunes, ils aimeraient bien faire du business. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent.
Alors, on va trouver à la Banque mondiale de l'argent pour des grands projets, pour vous mettre des barrages, des centrales nucléaires, ce que vous voulez. Mais si vous êtes jeune et que vous voulez développer une application chez vous dans votre garage ou construire des machines avec une imprimante 3D, vous n'avez pas trouvé d'argent. Alors, j'ai été appelé en Afrique de l'Ouest pour démarrer ce concept. On m'a dit, Monsieur Bernard, comme vous avez des idées, on a besoin d'idées. J'ai dit, oui, mais j'ai des idées, mais je ne suis pas un magicien. Donc, il va falloir trouver une solution. Et on m'a dit, mais voilà, moi j'aimerais bien, j'ai rencontré un jeune qui m'a dit, moi j'aimerais bien faire une maison d'édition. Et je lui ai dit, bah oui, on va regarder ce qu'on peut faire. On a développé le système EZF. Alors, EZF, c'est entreprise ou entrepreneur 0 francs. Pourquoi francs? Parce qu'en Afrique de l'Ouest, c'est toujours des francs. Mais je vous dirais qu'on peut faire un EZE, entreprise 0 euros, parce que depuis, le système est en train de se développer en Europe et même en Europe du Nord. Les gens devenant de plus en plus pauvres partout, rassurez-vous. Même en Europe du Nord, on doit trouver des solutions pour les jeunes entrepreneurs qui ne sont pas fils d'eux ou qui n'ont pas accès à des banques. Alors ici, pour la maison d'édition, on a réfléchi. On a un peu réfléchi, un peu ce qu'on avait fait en Afrique de l'Ouest. Et on s'est dit, ben tiens, il y a des personnes qui ont commencé à faire des savons là-bas. On a regardé, ou des meubles en kit, ou des imprimantes en 3D. Donc on avait des imprimantes en 3D qui imprimaient d'autres imprimantes en 3D. Puisqu'on n'avait pas de sous pour acheter les pièces. Puis on a regardé pour faire des habits en kit aussi. On a imprimé des drones avec des imprimantes en 3D, puisqu'on n'avait pas d'argent pour acheter des drones. Donc on a commencé comme ça, et on a regardé comment faire si on n'avait pas d'argent dans les banques. Alors, on a appliqué aussi le système pour les applications web, parce qu'il y a beaucoup d'applications web qui doivent être mises en place. Mais si vous avez une bonne idée pour mettre une application web, vous devez quand même avoir un ordinateur, commencer à trouver des clients, à les vendre. Alors, on a regardé le système. Si on suit un système global et qu'on suit exactement ce que font les grandes entreprises, on n'a aucune chance, puisqu'on va arriver à avoir besoin de capital. Donc, il faut qu'on ait dans un sens inverse, c'est-à-dire détecter des nouveaux clients. Il ne faut pas aller dans un marché qui existe, il faut trouver un nouveau marché. Donc ici, dans la maison d'édition, on s'est dit, ben tiens, il faut qu'on trouve le nouveau marché, ce sera les livres électroniques. Le livre électronique, c'est un nouveau moyen. Il y a beaucoup de personnes en Afrique de l'Ouest qui lisent des livres sur leur smartphone, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter des livres, parce que les livres, ça coûte très cher, parce qu'il faut les transporter, parce qu'il y a des droits d'entrée dans le pays, que c'est pas évident quand vous êtes à Tombouctou de trouver un livre. Hein. Donc si vous voyez le dernier livre, je sais pas, de Claire Chazal, puisqu'elle est en train d'en pondre un. Je l'ai croisée l'autre jour, elle m'a dit qu'elle écrivait là-dessus. Je ne sais pas si elle va écrire qu'elle présente la météo, mais bon, quand elle va sortir son livre, c'est pas évident si vous êtes à Tombouctou de trouver son bouquin, mais en version électronique, vous pouvez l'avoir. Donc on s'est dit, ben tiens, on va essayer de travailler sur les versions électroniques. Il va falloir qu'on trouve une nouvelle génération de lecteurs. Donc les gens qui lisent des livres ne sont plus les mêmes, les gens ne lisent pas la même chose. Hein. Vous avez Harry Potter, par exemple, qui a montré que la nouvelle génération aimait le lire aussi, mais c'est pas les mêmes livres qu'avant, donc il va falloir trouver des nouveaux clients, des versions numériques, trouver des lecteurs francophones autres qu'en France, parce qu'en France, ils vont se trouver face à Hachette ou à Lafon, ils vont avoir dur de se battre, mais par contre, il y a 220 millions de francophones dans le monde, donc c'est un gros potentiel. Et trouver des solutions innovantes avec des circuits courts. Donc on ne va plus acheter du matériel, mais on va le louer. Et même si ça coûte 2 fois plus cher, à l'arrivée, tout compte fait, on s'y retrouve. Alors ici, on s'est dit, bah, tiens, pour la maison d'édition, on va faire la même chose. On va supprimer les intermédiaires. Alors un intermédiaire, c'est un distributeur. Un distributeur, c'est 30%. Vous allez me dire, oui, mais si j'ai pas de distributeur, si demain je fabrique, je ne sais pas moi, des robes de mariée, ou si je fabrique des savons, il va me falloir un distributeur. Eh bien non, parce que maintenant, il y a une révolution. C'est tout ce qui est la livraison express. Donc si vous travaillez avec des DHL ou si vous travaillez avec Amazon, vous supprimez le distributeur. Donc du moment où vous imprimez par exemple une maison d'édition où vous faites des livres papier en petite série, vous n'avez plus besoin de distributeur et vous pouvez les envoyer directement aux clients qui les achètent via PayPal, via une carte Visa, soit via, dans certains pays, un paiement par téléphone, et vous supprimez le distributeur. Donc même si vous êtes 30% plus cher parce que vous êtes une toute petite entreprise, parce que vous faites des confitures chez vous à la maison, et qu'elles sont 30% plus chères parce que vous n'avez pas des économies d'échelle, vous pouvez être 30% plus cher et les vendre au même prix qu'Intermarché ou Auchan. Donc c'est un peu ça, le secret, c'est de supprimer ces intermédiaires. Ensuite, il va avoir une fabrication en flux tendu.
Donc les personnes qui fabriquent des livres, on va leur demander de tirer 15 000 livres, de les stocker et puis de les vendre. Alors pour tirer 15 000 livres, on va prendre même 1 euro le livre. Hein. Il faut 15 000 euros. Et il faut un entrepôt pour stocker ces livres. Si vous faites des livres à la demande et que vous les faites fabriquer par 10 ou par 1 même, et que vous ne faites fabriquer que ce que vous commandez, ce que vous avez vendu, même si le livre vous coûte 5 euros, vous gagnez de l'argent parce que vous ne devez plus payer le dépôt, vous ne devez plus payer du stock, vous n'avez pas d'invendu que vous allez devoir payer pour détruire. Et on a regardé, on a fait fabriquer des livres aux États-Unis, et même en les faisant fabriquer à la pièce, donc livre par livre, on arrivait à être aussi performant que Robert Laffont. Donc ça veut dire que dans certains petits pays d'Afrique, nous avons trouvé des auteurs qui nous ont pondu des pépites et qui ont commencé à diffuser les livres par 10, par 20, par 50, avec des prix abordables. On a la même chose d'un fabricant de confitures. Donc il a fabriqué des confitures à la rose. Ça coûtait très cher. Il achetait des pots, je pense, par 150 pots quand il devait fabriquer sa confiture. Mais comme il n'avait pas de dépôt, pas de machine, etc., et qu'il n'a pas d'intermédiaire, en les vendant directement au consommateur, il arrive à être compétitif. Donc c'est ça le système ZF, c'est éviter le gaspillage, éviter le gaspillage de produits, les dates de péremption, les stocks qu'on doit détruire après. C'est vraiment travailler en flux tendu. Et jusqu'à présent, tous les modèles économiques disaient mais non, parce que si vous travaillez en flux tendu, ça va vous coûter 2 fois plus cher. Mais si vous supprimez tous les intermédiaires et d'autres charges qui n'entrent plus en ligne de compte, vous arrivez à un prix de production équivalent. C'est un peu, pour revenir à la belle époque, quand on fabriquait les voitures une par une et qu'on allait les commander chez le carrossier. On achetait un châssis et puis on allait chez un carrossier acheter une voiture. Après, dans les années 60, on a dit non, c'est pas possible. Ford a créé l'industrie et il faut qu'on fabrique ça dans des chaînes de montage. Eh bien, vous allez voir, je suis allé aux États-Unis il n'y a pas longtemps et j'ai rencontré des personnes qui commencent à refabriquer des voitures une par une. Ils ont des châssis, c'est une voiture électrique et vous pouvez vous acheter le châssis avec le moteur et vous pouvez acheter les plans et l'imprimer chez vous avec votre imprimante 3D. Donc pour le moment, ils sont en train de travailler sur les crash tests, pour ne pas que votre imprimante 3D vous fabrique une voiture pourrie et quand vous ratez un tournant, vous allez vous tuer. Mais on est revenu à ce système où, au lieu d'importer des voitures qu'on va faire fabriquer au bout du monde, pas cher en exploitant des personnes, où vous pouvez la faire chez vous avec une machine. Et le système ZF, c'est vraiment cela. Donc c'est arriver à ce que vos clients traditionnels soient dans un système de non-pollution. Alors nous l'avons présenté en Côte d'Ivoire. Ici dernièrement, nous avons 2000 personnes qui suivent les cours. Donc ce sera 2000 normalement jeunes entrepreneurs qui vont entrer sur le marché. On l'a présenté en République démocratique. Ici, la personne que vous voyez, c'est mon co-auteur, c'est Samuel Mattei. Nous avons inventé le système ensemble, le système ZF. Et je lui ai dit, mais tu sais, je dis, pour aller en Afrique, je dis, un petit blanc dégarni qui va donner des leçons aux Africains, je dis, ça le fait pas. Je dis, écoute, toi, t'es grand, t'es beau, t'es noir. Je dis, t'as un peu le Ariel Hazelmack de TF1. Je dis, en professeur. Donc, je dis, c'est toi qui vas les présenter. Donc, c'est pour ça que sur les affiches, c'est toujours lui. Et c'est lui qui est allé le présenter en RDC. On l'a présenté en Mauritanie aussi. Et le système est vraiment en train de se mettre en place. Et on a vraiment des choses magiques qui sont en train de se produire. Il y a des personnes qui fabriquent du matériel de chauffage, des compteurs électriques. Et on a vraiment dans certains pays, justement autour de la Méditerranée, des grands ingénieurs qui sont au chômage, qui perdent leur temps et qui pourraient entrer dans des petites entreprises comme ça et être vraiment compétitifs. Alors je vous l'ai fait rapide. Et alors pourquoi est-ce que je l'ai fait rapide? C'est parce que vous êtes peu nombreux, ce qui va vous permettre de me poser des questions sur les 19 minutes qui restent. Donc là, je vous ai ouvert le cerveau, je vous ai montré des pistes. Tous les projets sur lesquels j'ai parlé, ce sont vraiment des ouvertures. Ça veut dire qu'on a ouvert des pistes et qu'à chaque fois que je rencontre des partenaires, on me dit « Ah, Monsieur Bernard, c'est un petit village au Mali, ils ont commencé à fabriquer avec des noix de cajou. Ils ont fabriqué des biscuits et maintenant ils exportent des biscuits en Suisse. » J'ai rencontré une dame qui fabrique des vêtements et qui m'a dit « Moi, mon premier marché, Monsieur Bernard, pour mes vêtements africains, c'est la Suède. »
Elle m'a dit, c'est grâce à EZF et à ce système que j'ai développé sans capitaux, avec 3 bouts de tissu. Elle dit, j'ai commencé à vendre à mes clients suédois par le net. Et j'ai commencé avec mes premiers bénéfices à acheter une machine à coudre. Les premiers, je les faisais à la main. Donc on est vraiment dans un système comme ça. Et ce système autour de la Méditerranée pourrait vraiment fonctionner. Si on prend le Maroc, par exemple, le Maroc produit des quantités d'olives pas possibles, mais n'arrive pas à les commercialiser. Pourquoi? Parce que c'est la Tunisie qui a le monopole de la commercialisation via des partenaires grecs et chypriotes, mais les pauvres Marocains doivent laisser pourrir leurs olives parce qu'ils n'arrivent pas à les commercialiser. Avec des systèmes comme ça, ils pourront être en flux tendu à commencer à commercialiser. Donc, c'est la même chose. Ici, j'ai rencontré un sabotier il y a quelques années. J'étais en vacances à Vallon-Pont d'Arc. Et là-bas, j'ai rencontré un sabotier. Il m'a dit, mais moi, c'est bien. Je lui ai dit, mais c'est fabuleux ce que vous faites. Il dit, oui, je fais des petits sabots pour les enfants, sur mesure, etc. Mais il dit, je travaille 3 mois par an. Et les 9 mois qui me restent, je meurs de faim. Et il m'a dit, sans rire. Il dit, quand la saison arrive, il dit, je suis endetté jusque-là. Et il dit, c'est les 3 mois de saison qui me permettent de payer mes factures. Et je lui ai dit, mais écoutez, ce que vous faites est vraiment génial. En Europe du Nord, ça se vendrait bien. Il m'a dit oui. Et j'ai eu un coup de cœur. Je lui ai fait faire un site internet. Comme il avait fait des sabots pour mes filles, je lui ai dit, bah, écoutez, je ne me paye pas les sabots, je vous fais votre site internet. Je m'occupe de tout. Il m'a dit oui, il m'a fait des sabots fabuleux. Et il a commencé à vendre. Et maintenant, il a 2 collections. Une collection pour le Sud et une collection pour le Nord, parce qu'il fait des sabots en cuir et en fourrure pour l'Europe du Nord. Il m'a dit, j'ai engagé 2 ouvriers. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Le tout, c'est de le mettre en place. Et ici, je ne comprends pas, avec le potentiel que vous avez dans la région de Marseille et dans l'arrière-pays, comment des systèmes comme ça ne se mettent pas plus rapidement en place. Comment les personnes ne... Je vois des personnes qui vont frapper à la porte des banques pour être chassées et martyrisées en leur disant « Vous n'avez pas d'argent, monsieur, sortez ». Alors qu'avec des systèmes comme ça, ils pourraient commencer à développer certaines productions. Avez-vous des questions? Je suppose. Jeune homme. Ça marche. Est-ce que vous voulez dire que dans l'avenir, il y aura moins de très gros acteurs, mais davantage une multitude de tout petits acteurs qui vont exporter un peu partout? Si vous regardez l'actualité, vous voyez bien que les grandes usines, c'est un peu mort, hein, on va dire ça comme ça, pour être gentil, avec une grosse langue de bois. Mais des grandes entreprises, à part, je veux dire, vous avez Eurocopter ici, parce que je viens souvent faire des audits à Marseille. Dites-vous bien que les entreprises de plus de 250 personnes, ça va devenir rare. Hein. Ça, c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a cette fragmentation. Airbus l'a bien montré, Airbus l'a compris. Airbus fabrique des petits morceaux un peu partout dans le monde et assemble ici à Toulouse. Mais si on regarde bien, à part l'usine d'assemblage, les usines d'Airbus sont très fragmentées. Moi, j'habite un petit village en Belgique. Il y a une usine derrière chez moi qui fabrique des billes comme ça pour mettre dans les Airbus. C'est des mini-billes, je ne sais pas ce qu'ils font avec, mais les fabricants pour Airbus, ils ont 2 ouvriers. Ça, c'est le système, j'ai écrit un bouquin, j'appelle ça le système Lego. C'est, comme je vous ai parlé des voitures tout à l'heure, il y a une usine qui fabriquera des moteurs, qui sera peut-être au Pakistan ou ailleurs, ou au Vietnam, qui fabriquera les moteurs. Et vous pourrez imprimer votre voiture chez vous, mais toutes les pièces viendront d'un peu partout. Donc, les grosses usines de plus de 250 personnes, je pense, dans l'avenir, n'ont aucune chance, ici en Occident, et je dirais même autour de la Méditerranée, de se développer. Ne vous pendez pas tout de suite. Hein. S'il y a plein d'usines de 250 personnes, c'est la même chose que... Si vous avez 10 usines de 250 personnes, c'est la même chose qu'une grande. Hein. Donc, à la limite, si elle se casse la figure, il reste 9 autres. Donc, on met ses œufs pas dans le même panier. Hein. D'autres questions? Parlez dans le micro, parce que les autres personnes n'entendent pas bien. C'est pas pour moi, je ne suis pas encore sourd tout à fait. Quand vous développez EZF, comment ça se passe? Vous êtes soutenu par les collectivités locales? Enfin, il doit bien y avoir un financement, à moins que ce soit philanthropique. Eh bien, au début, c'était philanthropique. J'avoue que j'ai 50 ans, je suis lobbyiste au Parlement européen, entre autres. Monter des projets, chercher des budgets, etc., je ne veux plus le faire. Je regardais ce qui me reste comme cheveux, et un peu le peu qui me reste, c'est blanc. Je pense que toute l'énergie qu'on met parfois pour avoir des budgets, si vous ramenez ça en horaire, vous avez dépensé autant de temps et d'argent pour avoir des budgets. Donc ici, quand on a développé EZF avec Samuel Mattei, qui est mon collègue, je lui ai dit, écoute Samuel, on fait ça avec nos sous,
et on fait ça avec ceux qui veulent avancer. Donc dans les pays d'Europe, d'Afrique de l'Ouest, on a trouvé des chambres de commerce qui étaient d'accord d'avoir des nouveaux entrepreneurs. Donc les chambres de commerce étant des entités qui sont peu subventionnées dans ces pays, avaient besoin de nouveaux entrepreneurs pour avoir des nouveaux adhérents pour payer leurs factures. Ils nous ont dit, nous, si on a 2000 nouveaux entrepreneurs, ben, on va pouvoir se développer. Il faut que vous nous trouviez 2000 entrepreneurs. Donc on leur a trouvé 2000 entrepreneurs, ceux qui nous ont aidés, mais ils nous ont aidés en mettant juste les bureaux à notre disposition. Après, ben, on a prêché, hein, comme des pasteurs. Moi, je dis toujours, j'ai l'impression d'être un pasteur. En plus, mon ami Samuel, il est protestant, donc il aime bien quand je lui dis ça. Mais on va vraiment amener la bonne parole. Et au bout d'un moment, il y a un système qui se met en place où les écoles reprennent ça dans leur programme. Donc, dans certains pays, on a des écoles qui mettent ça dans leur programme maintenant et des professeurs qui expliquent le système EZF. On a un syllabus qu'on met en libre, en téléchargement gratuit, et les écoles peuvent expliquer le système chez eux pour développer un peu d'entrepreneuriat. Donc, on a demandé des sous à personne. Non, parce que d'abord, les caisses sont vides, hein, comme vous le voyez à la télévision tous les jours, ils pleurent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Si on va leur demander d'argent, ils vont aller le chercher dans votre poche et vous ne devez pas en avoir beaucoup non plus. Donc on s'est dit que si on le faisait tout seul, ça marcherait peut-être mieux et qu'on n'aurait de compte à rendre à personne. S'il y a des gens, on va dire, intelligents et motivés à Marseille qui veulent développer ce système sur un petit noyau pour voir ce que ça va donner, nous serions preneurs. Si vous avez dans vos contacts des personnes qui sont motivées pour le faire, nous serions preneurs. Mais quand je vois le casino qu'on va faire ici, c'est peut-être pas intelligent. Pour vous faire juste une petite parenthèse, j'ai expliqué à M. Valero que j'ai travaillé en Belgique justement sur des dossiers de casinos. Il y a 3 sortes de casinos qui marchent dans le monde. Il y a les casinos virtuels pour les pauvres qui jouent. Il y a les casinos pour les très riches, donc comme Monaco, pour les Russes et les Chinois qui ont encore des sous à dépenser. Et sur les bateaux parce qu'il n'y a pas de taxes. Donc ici, on va vous faire sûrement quelque chose qui durera 1 an, qui ne durera plus. Donc pour répondre à votre question, s'il y a des gens motivés qui veulent un projet qui durera plus d'1 an, je suis leur homme et je veux bien venir en parler avec eux et mettre ça en place avec eux pour développer. On a beaucoup aussi dans nos cartons d'applications à mettre en route. Donc il faut des jeunes. En général, vous avez des jeunes qui sont en décrochage scolaire, mais qui ont des watts, qui ont des idées, et qui ne sont pas toujours encadrés par les personnes qui n'ont pas le temps de les encadrer. Et quand vous mettez ces jeunes sur des applications web, qui vont être commercialisées après, hein, c'est des applications intelligentes, hein, comme Uber, etc. Quand vous avez quelques jeunes comme ça et que vous arrivez à les restructurer plus ou moins et à les mettre dans des applications, vous seriez bien étonné. Moi, au bout de 3 jours, ils ne venaient plus avec leurs blousons en cuir, ceux que j'avais eus. Je ne sais pas ce qui s'était passé, il y avait une métamorphose comme ça, et ils m'ont dit, on ne vient plus pour passer nos journées, on vient pour bosser. Puisque vous nous avez proposé du taf, on va le faire. Et ils voyaient bien à l'arrivée qu'ils pouvaient gagner de l'argent. Donc le tout, c'est d'avoir des personnes motivées. Mais moi, travailler avec des démotivés, c'est fini. Je veux dire, je suis trop vieux, il me reste trop peu de jours à gaspiller, donc je ne veux plus. Vous m'auriez posé la question il y a 15 ans, je vous aurais dit, oui, on va faire un truc, etc. Mais maintenant, il faut vraiment des gens motivés et pas une administration qui veut faire ça avant les élections ou des choses pareilles pour faire vitrine. Mais par contre, je vous dis, si vous avez des gens motivés... Mon ami Samuel viendra avec grand plaisir. Il vient souvent à Paris, il donne cours au HEC et il fera un stop à Marseille pour venir apporter la bonne parole, lui ou moi. Est-ce qu'il y a un site internet qui regroupe toutes ces informations? Non, c'est vraiment du sur-mesure. Donc ici, il y a un livre qui va sortir dans quelques jours, en français et en anglais, sur le système EZF. Et là, vous pourrez retrouver, le livre sera en téléchargement, bien sûr, sur le web. Normalement, il y aura une version papier aussi. Et ça coûtera quelques centimes. Je pense que le dernier livre, c'était 4,90 €, mais on a trouvé que c'était très cher et on a dit qu'on le ferait moins cher. Donc vous voyez comment on est des gentils. Et le prochain bouquin qui reprendra ce système, je pense, va sortir dans 2 ou 3 mois. Il devait être sorti initialement ici il y a une semaine. Mais mon co-auteur le remanie, rajoute des chapitres à tour de bras pour être sûr qu'il soit complet. Je lui ai dit, écoute, c'est fini. Je lui ai dit, si tu rajoutes des chapitres et que ça n'a jamais fini, c'est fini. Maintenant, tu clôtures. Je lui ai dit, tu le traduis en anglais. Et je dis, on va le mettre en ligne normalement d'ici 2-3 semaines. Si vous m'envoyez un petit mail sur cette adresse, quand il sortira, je vous renverrai un lien pour que vous puissiez l'acheter.
Si vous ne me retrouvez pas, ben, si vous regardez, vous mettez système EZF, si vous tapez EZF, vous trouvez la fondation en Afrique qui s'occupe de EZF et vous avez les coordonnées de mon collègue. Mon collègue ou moi, c'est la même chose. Je veux dire, c'est black and white. Je le dis toujours, mais vous retomberez exactement sur la même personne. Qu'est-ce qui a fait, si je peux me permettre, moi, de vous poser des questions, qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu ce soir? Vous vous êtes dit, tiens, il y a quelqu'un qui va venir nous... Parce que je vois des jeunes qui viennent. Alors, je dis des jeunes parce qu'en général, c'est le sang nouveau à ceux qui vont payer nos retraites. Hein. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé de venir? Est-ce que c'est le côté chômage, environnement C'est lui qui vous a dit de venir. C'était quoi la motivation? Puisque vous avez entraîné les autres avec vous, dites-moi. Dites-moi, mademoiselle. Pour moi, c'était traiter des thèmes de société à travers des choses innovantes comme les applications web, ce genre de choses. Est-ce que j'ai répondu un peu à vos questions? Oui, mais ce qui on entend souvent parler de choses innovantes avec les nouvelles technologies, mais on a quand même l'impression que ça ne prend pas en France. Enfin... Je vous dirais que le jeune garçon que j'ai rencontré qui a gagné le prix pour IACAR et Séville ne s'est pas vendu en France. C'est parce qu'il m'a rencontré qu'on a vendu le système en Afrique du Sud. Donc je dirais oui. Oui et non. C'est pas pour vous contrarier, c'est pas pour faire le contrariant, mais quand on est vraiment motivé et qu'on a vraiment envie, il y a moyen. Mais c'est vrai qu'en France, parfois, il faut avoir une grosse carrure pour pousser fort les murs. Mais c'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. C'est dire, voilà, le garçon qui a développé IACAR et Séville m'a dit, je ne suis pas arrivé en France. Mais je dis, on s'en fout. Je dis, s'il y a 60 millions de veaux, comme a dit le général en parlant des Français, je dis, on va trouver les autres. Je dis, moi, j'ai écrit un bouquin, et dans mon bouquin d'économie, j'appelle ça le syndrome Lara Fabian. La pauvre Lara Fabian, elle était en Belgique, elle chantait très bien, on lui a lancé des cailloux. Elle est allée en pleurant au Canada. Au Canada, on a trouvé qu'elle chantait très bien. Et puis les Français, les Belges l'ont payé très cher pour qu'elle vienne rechanter ici. Eh bien, c'est ce que j'ai dit au garçon, Alexander. Je lui ai dit, écoute Alexander, je dis, c'est syndrome Lara Fabian. On va aller vendre ton système en Afrique du Sud. Et quand on va prendre les 216 millions de clients d'Afrique du Sud, on va venir leur proposer ici, en France, et ils diront merci. Alors je ne vous dirai pas que j'ai dans mes contacts Xavier Niel qui m'a envoyé un mail il y a quelques jours en me disant « Mais c'est quoi ce système d'économie d'énergie pour les smartphones ?» On va imaginer que ça va peut-être venir en France bientôt et peut-être vous aurez un... Enfin, c'est Free Tattoo Vu ou Free Tattoo vous aurez sûrement ce système qui va venir en France et on va vous le vendre aussi chez Free. S'ils veulent bien se décider, on est en train de négocier. Mais ça veut dire que c'est le syndrome Lara Fabian. Allez ailleurs. Et puis quand vous avez réussi ailleurs, vous revenez ici. Mais le monde est un village, mademoiselle. Quand vous êtes sur le web, vous pouvez vendre n'importe quoi. C'est pour ça que les terroristes, maintenant, ils achètent des armes en Russie, etc. Si les terroristes qui ont 3 watts, ils peuvent le faire, vous pouvez vous aussi acheter des pièces pour construire des machines et revendre des machines ailleurs. Hein. Donc, si vous vous arrêtez à la France, vous allez vous faire mal. Allez ailleurs, allez vendre vos idées, allez vers les gens. C'est ça aussi EZF, c'est aller vers des gens qui sont ouverts à vos idées. Donc ici, les drones, en France, on ne peut pas les vendre parce qu'il n'y a pas de législation, parce que c'est pourri, parce que les gens n'ont pas compris comment ils devaient s'en servir, parce que les électeurs ont peur qu'un drone tombe sur la tête, donc les politiciens ne veulent pas changer les lois. En Afrique, ils en ont cruellement besoin, ils les ont achetés, ils ont changé les lois, et ça se vend. Et ça reviendra ici en France, c'est évident. C'est une question, dans 2 ou 3 ans, on verrait des drones partout pour remplacer les scooters dans les villes, pour livrer. Ça polluera plus, ce sera des petits drones électriques au lieu des scooters qui émettent des gaz d'échappement, qui font du bruit, qui réveillent toute la ville le matin. Dans 2-3 ans, vous penserez vraiment, vous direz, tiens, le Belge, il avait raison, il y a le premier drone qui arrive. Mais il faut y croire. Donc la France est ouverte aux idées, mais en général, quand vous réussissez ailleurs, c'est mieux. En Belgique, c'est pire. C'est pour ça que je suis en France ce soir. Donc, il faut aller ailleurs, prêcher la bonne parole ou développer vos idées, et puis vous revenez ici. Je ne vous ai pas convaincu. Si, il faut le faire, il ne faut pas avoir peur. Mais du coup, quelle est la place de l'innovation en France? Alors, ça veut dire que la France n'est pas capable de soutenir l'innovation ou les idées Mais si, dans un de mes livres que j'ai écrit sur l'exportation, je parle du génie français. Alors les Français, en général, ils sont bons quand ils en ont jusque-là. Quand les Américains ont dit aux Français, vous dépendrez de nous pour vos satellites, et puis si vous n'êtes pas d'accord, ben, vous les envoyez avec un lance-pierre. Les Français, ils sont saisis, ils ont créé Ariane,
premier lanceur de satellites au monde, privé. Quand ils ont eu des problèmes avec les Américains sur certaines choses, ils ont créé le TGV, ils ont créé l'industrie nucléaire française, qui est la première industrie nucléaire privée du monde, parce qu'il y avait pas, on leur vendait le pétrole très cher, donc ils se sont dit pour être performants, on va faire de l'énergie atomique. Les Français sont bons dans la difficulté. La même chose pour les porte-avions. Hein. Vous avez construit les porte-avions que vous avez vendus aux Russes puis que vous avez refourgués aux Égyptiens. Mais ce que je veux dire, c'est que les Français étaient frustrés parce que les Anglais ne voulaient pas faire un porte-avions avec eux. Donc ils ont conçu leur super porte-hélicoptère. C'est la même chose avec le Rafale. Le Rafale, il a fallu 10 ans pour le vendre. Mais les Français n'y croyaient pas eux-mêmes. Comment voulez-vous l'exporter? Maintenant, tout le monde va en vouloir des Rafales. Vous verrez, vous penserez à moi aussi. Maintenant que les Allemands en ont acheté, les autres vont en vouloir. Mais le problème du français, c'est qu'il n'est bon que quand il est dos au mur et qu'il est obligé d'innover et d'être créatif. Si vous réfléchissez bien, la France, en 1789, c'est le chaos, c'est la faillite, et c'est la famine, on guillotine le roi, et la France est foutue. On fond le meuble de Versailles en argent pour le vendre aux Anglais. 1789, on est d'accord. 1810, 30 ans après, la France envahit l'Europe, c'est l'Empire, et Napoléon va de Moscou, parce que lui, il est arrivé à Moscou, hein, contrairement aux Allemands, il va jusqu'aux pyramides, et il met à genoux l'Europe. Sur une génération, alors qu'ils étaient morts de faim. Après. Donc le français n'est bon que dans les difficultés. Donc je pense ici que vous n'êtes pas encore assez pauvre pour être très bon. Mais d'ici 2-3 ans, rassurez-vous, vous allez commencer à être très bon. Moi, je trouve ça plutôt optimiste parce qu'avec le chômage, maintenant, les jeunes, ils vont plus avoir de boulot et donc ils vont vouloir entreprendre. Mais avec des choses comme ça, vous n'avez pas besoin d'être fils d'eux, comme on dit en France, et vous n'avez pas besoin de banquier. C'est le système que j'ai mis au point. C'est une revanche parce que quand vous avez eu 68, les jeunes entrepreneurs qui sont devenus les grands PDG et les capitaines d'industrie de maintenant ont eu accès à... Il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'il y avait eu beaucoup de gens qui étaient morts pendant la guerre et une nouvelle génération qui est arrivée. Et puis après, tout le monde s'est embourgeoisé. Et maintenant, tout est fermé. Donc on est dans un ancien système où tout est fermé, où vous n'avez pas accès aux banques si vous êtes jeune ou même un entrepreneur lambda. Avec ce système, on arrive à briser les codes parce qu'on joue sur la planète. Donc ça veut dire que si vous produisez, moi j'ai fait ça avec un Belge qui produit des chocolats, maintenant il exporte ses chocolats en Chine directement. Donc on l'avait refusé dans les missions économiques parce que c'est une trop petite entreprise. On lui a dit, monsieur, vous n'êtes pas, je sais pas moi, un Côte d'Or, etc. Donc vous ne venez pas avec nous dans les missions économiques. Il a développé ce système, il vend par Internet et maintenant il vend ses chocolats en Chine. Donc il n'est jamais allé en Chine. Et il a été refusé à toutes les missions économiques, il a été recalé dans les banques. Maintenant il s'en fout, il exporte quand même. Donc c'est un système qui va être un peu... Free, c'est la même chose. Hein. Xavier Niel, il a réussi avec le Minitel. Hein. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait pas partie du Sérail et qu'on ne voulait pas lui donner d'argent. Donc il a développé cette technologie du Minitel pour, grâce à la technologie, se passer des banques. C'est ce que je veux expliquer dans le système EZF, c'est la même chose. Par la technologie, vous pouvez vous passer du Sérail et des banques et entrer dans un milieu qui vous est fermé. C'est un peu rebelle, hein. Moi, ça m'a valu beaucoup de problèmes. Hein. Mais j'imagine qu'il y a quand même beaucoup d'aides en France pour les personnes qui veulent entreprendre. Oui, mais si vous passez du temps pour les aides, c'est comme je vous ai dit, vous allez passer 2 ans à chercher des aides, et c'est 2 ans pendant lesquels vous n'allez rien produire, vous n'allez pas travailler, vous allez vous fatiguer, parce qu'à la fin, vous n'aurez pas les aides que vous voulez. Tandis que si vous y allez tout seul, juste avec vos bras et votre motivation, vous allez décoller. Et après, Sadrum Lara Fabian, quand votre entreprise va réussir, on viendra vous donner de l'argent. L'État vous propose de l'argent pour ne pas que vous partiez. Donc les aides, il faut les prendre après, quand vous avez commencé à réussir. Pas avant. On est d'accord? Sinon, si vous suivez le parcours normal, vous allez vous épuiser. Et pendant que l'avoine grandit, le cheval meurt de faim. Donc vous allez travailler 2 ans à chercher les aides, vous n'aurez pas de salaire non plus. Et vos parents, un jour, ils diront, écoute, Tanguy, t'es bien gentil, mais tes aides... J'ai eu des parents aussi, hein. Je suis parti de chez moi à 31 ans, donc je peux le dire. Donc c'est ça aussi, il faut un peu vous secouer. Enfin, moi, je ne suis pas là pour vous secouer, mais si vous voulez réussir, il faut y aller. Hein. Vous avez mangé tous les chocolats? Est-ce qu'ils étaient bons? Est-ce que tout le monde a eu des chocolats belges au moins? Ah, c'est madame qui les a gardés. Ben vous pouvez finir le paquet, alors j'en ai encore un dans ma valise, parce que je voyage toujours avec 2-3 paquets dans la valise, hein, comme tout bon Belge. Monsieur Valero.
Merci. Deux questions. Je reviens sur le pêcheur là qui rentre au port avec, comme on est ici à Marseille, avec plein de sardines dans son... Et donc, avec l'application et tout ça, Oui. tout Marseille sait que... Ah, voilà, il peut même mettre la photo de ses poissons. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, je ne sais pas si on vous a déjà posé la question, mais une application de ce type-là, est-ce qu'elle peut ne pas être militarisée? Dire avoir dans un autre milieu que les consommateurs de sardines à Marseille, et puis avec un autre mode de transport qu'un chalutier qui transporte des poissons, autre chose dans un circuit de téléphone plus fermé à usage militaire. Est-ce que vous avez déjà été questionné sur le... Non, on m'a posé la question pour les terroristes, pour qu'ils se coordonnent. Ouais. Mais j'ai expliqué qu'on pouvait mettre des mots-clés sur le serveur pour normalement arriver à, on va dire, à les arrêter ou à voir. Mais j'ai répondu que de toute façon, s'ils étaient motivés, vous savez, les tours de World Trade Center, elles sont tombées avec 2 cutters. Donc, ceux qui sont motivés, y arrivent toujours, hein, vous voyez. Hein. Le tout, c'est de voir l'objectif final. Alors, j'avais une deuxième question, toujours sur les téléphones, sur ce système-là qui permet de comment dirais-je, diminuer la consommation électrique, de rallonger la vie des équipements, etc. Est-ce que vous avez été approché par les fabricants, Nous avons négocié avec un fabricant qui s'appelle Dongfeng, qui est le premier fabricant chinois. Alors, le premier fabricant chinois, il fabrique les ordinateurs pour l'administration chinoise. Alors, vous imaginez le fabricant de l'administration chinoise. Il n'a qu'un client, d'ailleurs, hein, Dongfeng. Et ils ont voulu nous acheter ce système, puisque eux aussi, ils ont des gros problèmes d'électricité. Seulement, je vous avouerai que j'ai négocié beaucoup dans mon jeune temps, quand j'avais encore des cheveux, avec les Chinois. Mais ceux-là, c'est des super Chinois. Donc, globalement, ils voulaient voir nos secrets pour, au bout d'un moment, ne plus nous les acheter une fois qu'ils les avaient eus. Donc, c'est un peu comme un tour de magie. Une fois que vous l'avez montré, c'est de l'intelligence artificielle, mais une fois que vous avez montré tout, il a fallu, je veux dire, plusieurs années pour le mettre au point, mais une fois que vous avez ouvert la boîte au secret, je veux dire, les personnes peuvent le coder eux-mêmes et commencer à le mettre eux-mêmes. Ici, nous, on travaille par exemple avec des Vietnamiens pour le codage, mais on ne leur a pas tout donné, on garde une certaine partie. C'est un peu comme les sous-marins que la France a vendus. Ils vont vendre une partie, il va être construite en Australie, mais vraiment, la haute technologie sera construite ici en France. Et si on travaille avec les fabricants comme ça, ça va être ce qu'on appelle un one-shot, donc un seul tir. On va gagner une fois de l'argent et puis après, on va perdre tout notre savoir-faire. Donc, on préfère vendre les applications parce que chaque fois que les personnes vont racheter des smartphones, ils vont devoir racheter une application. Chaque fois qu'ils rachètent un ordinateur aussi. Donc, même si on double la durée de vie de leur ordinateur, quand l'ordinateur arrive en fin de vie, on leur revend une application. Eh bien voilà, je vais vous lâcher, je vais vous laisser retourner dans vos maisons si vous n'avez plus de questions. Un grand merci d'être venu. Donc si vous avez des questions, vous me les posez. En général, je mets 2-3 jours pour y répondre, hein, parce que je suis professeur à la fac, donc j'ai beaucoup d'étudiants qui me harcèlent et le mot est faible. J'en ai même qui me téléphonent la nuit. Ma femme m'a dit, il faudrait que tu arrêtes avec tes étudiants. Elle me dit, la semaine dernière, il y en a même un qui est venu le week-end à la maison. Je dis oui, mais il avait vraiment une question importante. Donc, mais en général, j'aime bien de répondre parce qu'en général, je lis des contacts avec les personnes qui sont sur des projets et ça me permet soit de participer avec eux dans les projets, soit de m'en servir pour d'autres projets. Donc c'est gagnant-gagnant. Donc je ne donne pas pour rien et je ne l'ai pas dit dans le cours aussi, dans l'exposé, c'est quand on est à l'entreprise EZF aussi, c'est de savoir donner du gratuit pour vendre du payant. Alors c'est quoi donner du gratuit pour vendre du payant? C'est Ryanair par exemple qui vous fait des billets d'avion pas chers, mais qui vous loue des voitures, qui vous loue des hôtels et qui vous vend les coca à 20 €. C'est ça, donner du gratuit pour avoir du payant. Et en France, on n'a pas tellement la mentalité de donner du gratuit pour avoir du payant. Donc il y a aussi une révolution à faire dans l'esprit de se dire voilà, on va donner certaines choses pour pouvoir vendre d'autres services. Et c'est ce que je fais quand je donne des conférences, c'est donner du gratuit pour vendre du payant après. Et quand je travaille avec des personnes et que je collabore, c'est pour pouvoir après vendre des idées ou des services. Mais je le fais gratuitement. Donc c'est un investissement. Et ça s'est un peu perdu avec le temps où tout le monde veut être payé pour tout. Mais c'est une question de point de vue et de mentalité aussi. Je pense que les Français doivent réapprendre à faire du commerce un peu.